Eh bien, bonjour, bonsoir à tous. On va peut-être maintenant démarrer en espérant que les personnes qui nous rejoindront en route arriveront à prendre le train en marche. Bonjour à tous, donc bienvenue, merci d'être avec nous pour cette réunion, ce webinaire de présentation des résultats de l'actualisation du bilan économique et environnemental du CEDIF. On va vous l'expliquer plus en détail, mais c'était une demande qui était apparue à l'occasion du débat public qui a eu lieu l'année dernière et il y a 2 ans, en lien avec les projets industriels du CEDIF et notamment d'installation de filtres, de système de filtration membranaire haute performance dans ces 3 principales usines. Dans ce cadre-là, il y a eu une demande des participants d'actualiser les bilans économiques et environnementaux, ce qui a été entendu par le CEDIF et qui va vous être présenté aujourd'hui. Peut-être demander à couper les micros parce que du coup, nous vous entendons très mal. Oui, alors, je ne sais pas, normalement, tous les micros sont fermés. Alors, et ça retourne par le cycle naturel que je vous expliquerai. Je ne sais pas si... Parce que de toute façon, les stations d'épuration ne le traitent pas. Est-ce que vous pouvez couper On a un les bruit de micros? fond. Voilà, si vous pouvez couper les micros. Normalement, ils sont tous coupés. En principe, vous m'entendez mieux maintenant? Oui, tout à fait. D'accord. Tout à fait. Donc moi je m'appelle Domitille Arrivé, donc je travaille pour le cabinet État d'Esprit. Je suis chargée donc de la concertation et de l'animation de cette réunion d'information qui vient en fin de concertation post-débat public, ce que vont vous expliquer les garantes. Donc nous sommes ensemble jusqu'à 20h, donc pendant 1h30 où vous allez donc avoir plusieurs présentations des résultats de ces études, mais aussi plusieurs temps d'échange pour que vous puissiez poser toutes les questions qui vous paraissent nécessaires et obtenir, je l'espère, les réponses à ces questions. Je vous présente les interlocuteurs de ce soir. Donc pour le CEDIF, pour le syndicat des eaux d'Île-de-France, nous avons dans une salle, ils se sont regroupés, Raymond Loiseleur, qui est le directeur général du CEDIF. Nous avons Guillaume de Storder, qui est le directeur de la communication. Sandrine Meignier qui interviendra et qui est responsable de la relation avec les usagers, et Coralie Duplan-Giraud qui est ingénieure au CEDIF. Je crois qu'il doit y avoir aussi peut-être Thomas, mais je ne crois pas qu'il intervienne, j'ai cru l'apercevoir. Donc ça c'est pour le syndicat des eaux d'Île-de-France. Nous avons avec nous les garantes de la Commission nationale du débat public qui prendront brièvement la parole pour présenter le rôle qui a été le leur pendant tout au long du débat public et de la concertation post-débat, Agnès Berthelot et Nathalie Durand. Nous avons après les personnes qui vont présenter les études. Il y a 2 études. Une étude de l'Institut national de l'économie circulaire, l'INEC, représentée par Ilona Petit qui va présenter les résultats de cette étude. Et nous avons des étudiants représentants de l'ENSAE, donc de l'École des hautes études des statistiques. C'est la junior entreprise de l'ENSAE qui est représentée ici par Ilian Adna et par Emma Leguet qui interviendront également. Juste un petit mot de cadrage pour vous dire qu'en principe, donc, tous les micros sont fermés de façon à faciliter l'écoute des présentations, mais que si vous souhaitez intervenir dans les temps de questions-réponses qui sont prévus, vous pouvez lever la main dans votre image en appuyant sur lever la main en haut. Vous pouvez aussi écrire dans le chat et on pourra prendre vos questions dans le chat. Voilà, sans plus attendre, je passe la parole à Lux Traiano. Lux Traiano, vous êtes le premier vice-président du CEDIF, qui est un syndicat intercommunal, et donc vous êtes aussi le maire de Soisy-sous-Montmorency, et je crois que c'est de votre bureau de maire que vous allez prendre la parole pour introduire cette réunion. Merci Domitille, merci Madame Arrivé. Bon, quelques mots d'introduction puisque l'essentiel est à suivre. Mesdames les co-garantes de la Commission nationale du débat public, mesdames et messieurs, alors dans le cadre de cette concertation continue en cours avec la CNDP, je suis heureux de vous retrouver ce soir pour
ce format en ligne consacré, Madame Domiti-Arrivé l'a dit, au bilan économique et environnemental du projet d'amélioration et de sécurisation de la qualité de l'eau du robinet produite par le syndicat des eaux d'Île-de-France. Alors, pour rappel, ce projet, n'ayons pas peur des mots, historique, initié par le CEDIF, vise 3 objectifs principaux grâce à l'installation au sein de nos usines de production d'eau potable d'une nouvelle filière de traitement membranaire haute performance, TMHP. Premier objectif, une eau plus pure, c'est-à-dire débarrasser d'un maximum de micropolluants, les polluants éternels, les fameux PFAS, les résidus médicamenteux et autres perturbateurs endocriniens. Deuxième objectif, une eau sans chlore. Cela est rendu possible grâce aux membranes qui permettent de supprimer totalement la matière organique et ainsi de se passer de chloration dans les réseaux des canalisations. Troisième objectif, une eau sans calcaire. C'est un sujet qui va nous intéresser aujourd'hui et qui suscite de nombreuses questions auprès de nos usagers. En tant qu'acteur public majeur, notre syndicat, le CEDIF, se doit de répondre à la situation d'urgence climatique en s'inscrivant résolument dans la transition écologique. Et c'est pourquoi l'aspect énergétique de cette nouvelle filière apparaît au premier plan. Pour accompagner, alimenter le débat public, organisé en 2023 sous l'égide de la Commission nationale, notre syndicat avait demandé au cabinet Inextenso d'actualiser la première mouture du bilan économique et environnemental relatif au projet de décarbonatation du CEDIF, issu du cabinet Deloitte, qui datait cette expertise de l'année 2019. La mise en œuvre de la filière membranaire haute performance demande, on le sait, plus d'énergie au niveau des usines, mais pour apprécier le projet dans sa globalité, il est indispensable de prendre le bon périmètre, la bonne enveloppe, la bonne échelle, c'est-à-dire nos 133 communes d'Île-de-France et surtout les habitantes et habitants de ces 133 communes, nos usagers. Sans rien dévoiler des résultats qui vont être détaillés dans quelques instants, le projet doit permettre de compenser ces consommations supplémentaires d'énergie dans les usines en générant des économies appréciables chez les usagers, grâce notamment à une baisse importante du calcaire contenu dans l'eau distribuée, composé responsable de la surconsommation électrique de nombreux équipements, les chaudières, les bouilloires, les chauffe-eau, etc. En complément de la réduction des dépenses énergétiques globales, des gains environnementaux en lien avec le changement de comportement des usagers sont attendus grâce à la distribution d'une eau douce au robinet. Alors, encore merci, et puis c'est un merci très chaleureux aux équipes du CEDIF pour ce nouveau travail d'actualisation des études. C'était, on s'en souvient, un de nos engagements suite au débat public, mais merci aussi aux équipes de l'Institut national de l'économie circulaire, Madame Arrivé les a cités, et aux 2 étudiants de l'ENSAE, l'École nationale de la statistique et de l'administration économique de Paris, pour leur travail qui, vous allez le voir, est précis, documenté, passionné, engagé, travail engagé depuis maintenant de longs mois. Alors je laisse maintenant la parole aux co-garantes de la Commission nationale, Mesdames Agnès Bertello et Nathalie Durand. Encore une fois, merci à vous pour votre écoute et c'est maintenant à moi de vous écouter avec beaucoup d'attention. Merci, Luc Straiano. Merci beaucoup, Monsieur Straiano. Merci beaucoup à toute l'équipe d'avoir
organisé ce webinaire et merci à tous les participants d'être présents. Quelques mots sur la Commission nationale du débat public. C'est une autorité administrative indépendante et donc cette commission est en charge de garantir le droit à l'information et à la participation de toutes les personnes donc pour des projets qui ont un impact sur l'environnement. Donc, aujourd'hui, justement, vous aurez vous pourrez à la fois être informé donc, sur ce bilan environnemental et économique et puis également participer en posant des questions, en faisant des observations tout au long de la soirée. Donc, nous avons 6 principes à la CNDP. Le premier, c'est l'indépendance. Donc, nous sommes indépendants vis-à-vis du maître d'ouvrage et de toutes les parties prenantes. Nous sommes neutres, c'est-à-dire que nous ne portons pas d'avis sur le projet. Nous sommes transparents, donc nous indiquons au public ce que nous faisons et nous demandons aux porteurs de projets que toute information détenue par des autorités publiques soit bien transmise au public. Nous ne faisons pas des référendums, des sondages. Nous sommes là pour recueillir l'ensemble des arguments exprimés du public. Donc, veillons à recueillir tous les arguments, quelles que soient les personnes, quel que soit leur statut, leurs origines ou autres. Et enfin, nous allons vers le public. Nous pouvons aller sur un marché, dans une gare, à la rencontre de tous les publics, comme nous avons pu le faire durant le débat public. Slide suivante. Donc, qu'est-ce que la concertation continue? Comme cela vous a été rappelé, il y a eu un débat public qui s'est tenu du 20 avril au 20 juillet 2023. À l'issue de ce débat public, l'équipe du débat, donc présidée par Agnès Berthelot, a rédigé un compte-rendu et un bilan donc de la CNDP. Et à la suite de ce compte-rendu de l'équipe du débat, le CEDIF, donc porteur du projet, a rédigé un rapport de décision dans lequel il a indiqué les enseignements qu'il tirait de ce débat public et les suites qu'il donnait à ce projet. Donc, il a indiqué qu'il continuait donc ce projet. Et là, nous sommes donc dans le cadre de la concertation continue. Donc, c'est la période où on fait des études plus approfondies, d'où aujourd'hui ce webinaire sur le bilan économique et environnemental. Et également, ça sera la période où il y aura les demandes d'autorisation qui amèneront, selon la procédure au cas par cas, à une enquête publique ou non. Donc là, nous sommes bien sur la deuxième phase, la concertation continue. Donc, dans cette période, entre la fin du débat public et l'ouverture de l'enquête publique, donc les publics doivent être vraiment pleinement associés au projet, pouvoir poser toutes les questions et émettre des avis, des propositions et bien évidemment être informés comme cela est fait ce soir. Diapositive suivante. Donc, les recommandations voilà, les demandes de clarification et de recommandations. Donc, comme je vous l'ai dit, nous avons fait un compte-rendu que vous pouvez retrouver sur le site de la concertation continue et le site du débat public, donc le site de la CNDP qui est le site débatpublic.fr. Et donc, vous pourrez retrouver l'ensemble des demandes de clarification et de recommandations de l'équipe du débat. Il y avait donc une vingtaine de demandes de clarification et de recommandations qui concernaient les enjeux sanitaires. Pourriez-vous mettre la slide précédente, s'il vous plaît? Enjeux environnementaux, enjeux socio-économiques et bien évidemment les enjeux liés à l'information et la participation du public. Et certaines demandes étaient également adressées à l'État. Et donc, parmi ces recommandations, il y avait des recommandations qui avaient trait vraiment aux enjeux socio-économiques, donc qui portaient particulièrement sur le coût à actualiser du projet et l'évolution prévisible du prix,
Et puis également, donc, l'actualisation de ces études dont M. Streyano a parlé en introduction, à savoir en 2019 l'étude de l'Ouate et en 2023 l'étude donc in extenso innovation croissance. Donc c'est bien par rapport à ces deux demandes que vous allez avoir ce webinaire ce soir. Merci Nathalie. Donc la concertation continue a démarré il y a un an presque. Nous avons commencé à travailler avec le CEDIF au mois de mars 2024 et il y a eu presque une réunion par mois au cours desquelles nous avons travaillé avec l'équipe chargée de la concertation au CEDIF et nous avons travaillé avec eux pour conseiller et les supporter dans la création du calendrier de la concertation continue, les différentes étapes, les objectifs, les dispositifs, toujours en ayant très clair les principes de la CNDP, évidemment, pour essayer de faire de cette concertation continue une occasion effective, concrète de participation et d'information du public. Donc, il y a eu des échanges très collaboratifs pour la mise en ligne du site Internet, la rédaction du dossier de la concertation continue, pour la création des CLIPEP, dont peut-être on parlera à la fin de ce webinaire. Et on a rédigé déjà une note très détaillée sur les engagements et les obligations du CEDIF vis-à-vis de la loi. On peut avancer, merci. Voilà, il y a eu plusieurs événements à partir de mars 2024 jusqu'à maintenant, jusqu'à ce webinaire. Il y a eu une première conférence à Aubonne qui a été organisée par des associations locales, parmi eux FNE, absolument. Après, il y a eu une réunion d'information sur les enjeux de la production d'eau potable, la surveillance et la protection de l'Oise. Il y a eu aussi une réunion de la commission consultative du service public local. C'est une commission qui est prévue par la loi et qui permet effectivement aux usagers d'avoir des informations sur le fonctionnement effectif des services publics. Il y a eu la réunion de lancement de la concertation continue qui a eu lieu en novembre, au mois de novembre 2024. Le débat mobile à Boulogne-Billancourt au cours de la semi-marathon. Et cet événement a été très important. Pour nous, c'est vraiment les débats mobiles. Nous en avons fait beaucoup au cours du débat public et c'est, selon nous, une manière très intéressante et très importante pour effectivement aller vers les publics les plus différents, parce que c'est toujours très difficile de pouvoir engager les citoyens, les citoyennes. Après, le CEDIF a aussi participé à des autres événements qui étaient déjà prévus, qui ont été organisés par des autres institutions, par exemple la COP Eau Île-de-France, ou alors la table ronde de l'eau, une ressource vitale, organisée par le CESE au mois de décembre. Il y a eu aussi la visite de l'installation projet pilote, une occasion très importante pour comprendre comment effectivement ce système marche. Et on souhaite vraiment que cette visite puisse être répétée et impliquer aussi les citoyens et les citoyennes des différents territoires. Est-ce qu'on peut essayer? Je vois qu'on est en train de déborder sur le timing. Est-ce qu'on peut aller... Non, allez-y, bien sûr, finissez. Très rapidement, il s'agit vraiment des différents outils d'information que nous avons, auxquels nous avons travaillé, donc le dossier, le site internet, les newsletters, les différentes publications sur les magasins aussi des différentes communes. On peut passer à la prochaine. Les derniers slides, justement, pour vous rebondir sur le rôle des garantes et donc en tant que représentant de la CNDP à la disposition des participants, des citoyennes et des citoyennes. Donc nous sommes là pour vous. Si vous avez des questions à nous poser qui concernent la concertation continue, vous trouverez à la fin de cette slide, vous pouvez passer à la dernière, notre adresse mail pour nous écrire et pour nous demander toutes les questions qui vous avez, qui vous tiennent au cœur. Merci beaucoup.
Et ça, jusqu'à l'ouverture de l'enquête publique, si elle a lieu. Merci beaucoup, mesdames. Je vais passer tout de suite la parole à Sandrine Meignet, donc du CEDIF, du Syndicat des eaux d'Île-de-France, qui va nous présenter le contexte de cette étude et puis ensuite viendra à la méthodologie. Juste un mot sur le cadrage que je vous avais pas dit tout à l'heure, c'est que cette réunion, elle est enregistrée. Et elle fera l'objet d'un compte rendu, donc elle sera avec le PowerPoint accessible dans quelques jours sur le site internet de la concertation continue. Sandrine Meignet, je vous passe la parole pour l'introduction sur cette question des études que vous suivez, vous, depuis plusieurs années pour le CEDIF. Très bien. Alors, on va passer rapidement sur la première slide, parce que je pense que tout a déjà été dit par M. Striano, par Garante. Effectivement, ce projet, il est avant tout réalisé pour nos 4 millions d'usagers, donc dans une ambition avant tout sanitaire. Et puis ensuite, forcément, il va conduire à un certain confort, notamment sur la partie calcaire, et c'est ce qui nous réunit ce soir. Donc, par rapport aux perceptions, aux attentes des usagers les plus récentes, on va passer à la slide suivante. Donc, je voulais vous parler un petit peu des perceptions les plus récentes, puisqu'on a la chance d'avoir l'observatoire depuis 2002 qui existe au sein du CEDIF, et nous avons les tout derniers résultats de 2024. On voit qu'on a une certaine à la fois stabilité sur l'appréciation des usagers, puisque 80% des usagers pensent que l'eau du robinet peut être bue tous les jours. On a quand même 20 personnes encore, 20% d'usagers à convaincre. Si c'était que 20 personnes, ça ira très bien. 70% la boivent régulièrement. On en a encore 30% à convaincre. Et là, on note une légère érosion par rapport aux années post-Covid. On était plutôt 72% et ça gagne sur finalement les habitués de l'eau en bouteille. Quand ils nous parlent finalement de leurs attentes vis-à-vis de cette eau du robinet qui n'arrive pas à les convaincre, la plupart la trouvent trop calcaire, ça c'est l'irritant visible, le goût, on retrouve toutes les qualités organoleptiques de l'eau, et puis la confiance quand même qui arrive quasiment au même niveau d'attente. Au-delà de ça, on a aussi interviewé nos usagers sur leur comportement, sur leur équipement. On en a quand même 37% qui utilisent des appareils pour traiter l'eau. Donc, chacun met sa petite solution individuelle à la maison pour pouvoir s'assurer d'une qualité de l'eau, ou qu'elle soit sanitaire ou juste sur la partie calcaire, à leurs attentes. 60% sont insatisfaits de la teneur en calcaire, et pour avoir tenu, il n'y a pas très longtemps, une quinzaine de jours, un atelier copro avec des résidents en habitat collectif à Vincennes, c'était l'irritant majeur et les attentes étaient fortes sur ce sujet-là. 95%, l'appréciation la pertinence du projet est toujours très soulignée par l'ensemble des interviewés, sachant qu'on est sur un panel de plus de 4500 usagers, jugent le projet d'amélioration de l'eau tout à fait pertinent, et en premier lieu pour la santé, en deuxième lieu pour les aspects organoleptiques de l'eau. Cette année, on s'est permis de poser une autre question compte tenu de l'actualité sur l'eau du robinet, puisque vous avez vu qu'elle était assez anxiogène. Et nos usagers nous disent que pour 32% d'entre eux, ils ont diminué leur consommation d'eau du robinet à cause de l'actualité et des informations sur la qualité de l'eau. Donc, on a un axe important de communication pour les réassurer sur le sujet. Sur la partie finalement des études, on s'était engagé dans le cadre du débat public à renouveler ces études avec d'une part les nouvelles données d'entrée, puisque nous avons attribué la concession. Donc nous avions toutes les données qui n'étaient plus confidentielles et tout à fait actualisées. Et d'autre part, de challenger les études précédentes, c'est-à-dire Deloitte et In Extenso Croissance de 2019 et 2023. Donc, pour ce faire, on a choisi deux partenaires très différents, puisqu'on a choisi l'INEC, qui va intervenir tout à l'heure, qui est un organisme qui est présent pour la promotion et le développement d'économie circulaire. Ça nous semblait tout à fait approprié en termes d'intervenants. Donc, plutôt un parcours, un projet professionnel. Et puisque dans le débat public, on avait quand même été assez intéressé par ce qui avait été déjà fait avec l'atelier de la relève, avec Polytech à Montpellier, on s'est dit finalement on va aller sur les étudiants
Et notre choix s'est porté sur l'NSAE au regard de leurs compétences en termes de maîtrise des données, métriques, et pouvoir justement avoir une analyse à la fois sociologique et quantitative. Ce soir, nous sommes là effectivement tous réunis pour pouvoir leur donner la parole. Et le petit plus, en tout cas que nous, on a déjà perçu dans le résultat des études, c'est la notion de profil d'usager, ce qu'on appelle les personas, pour que chacun puisse s'identifier un petit peu plus à finalement, moi, je suis un foyer tout seul, j'ai telle habitude, qu'est-ce que ça m'apporte, qu'est-ce que ça m'enlève. Voilà, on aura tous ces personas-là. Alors, ça ne sera pas exhaustif parce que je sais que tout le monde a sa propre situation, mais en tout cas, ça a le mérite de pouvoir donner des situations réelles de notre territoire en termes de typologie de foyer et de type de comportement de nos usagers ou de taux d'équipement. Donc voilà un petit peu ce qui va vous être présenté aujourd'hui. Je passe la parole donc à Coralie sur la partie méthodologique. Oui, donc bonjour à tous. Donc on va faire juste un petit rappel méthodologique sur l'outil tel qu'il existait avant l'actualisation de cette année, pour que tout le monde ait les mêmes bases pour suivre la présentation de ce soir. Donc comme l'a dit Sandrine, donc l'outil il a été créé initialement en 2018-2019 par le cabinet Deloitte. Il avait pour but à la base donc, de qualifier et quantifier les impacts économiques, mais aussi énergétiques et environnementaux, qui seraient liés à la présence de plus ou moins de calcaire dans l'eau du robinet, et de voir par un outil de modélisation comment cette situation pouvait évoluer positivement ou négativement, ou de manière neutre, si on faisait varier donc, la dureté de l'eau, c'est-à-dire le taux de calcaire présent dans l'eau du robinet, à la hausse ou à la baisse. Donc, dans notre cas, on a simulé la mise en place d'un procédé d'adoucissement de l'eau à l'échelle collective sur le territoire du Sédif. Les 3 usines de Méry-sur-Oise, Choisy-le-Roi et Neuilly-sur-Marne. Donc, dans l'outil, on s'est attaché à regarder l'ensemble des usagers du Sédif. Donc, d'abord en 2019, puis en 2023, puis ce qui va vous être présenté en 2024. Donc, on a regardé les usagers en habitat individuel, donc pavillon, en habitat collectif, appartement, qui représente une grande partie de nos usagers. Et on a intégré également dans le scope donc, les collectivités. Par contre, on a eu du mal à intégrer toute la sphère professionnelle dans l'étude, par manque de données et de retour d'expérience de ces secteurs d'activité. Donc, dans l'outil initial, on avait modélisé plusieurs scénarios de dureté, donc de taux de calcaire dans l'eau. Une baisse d'une eau dure, comme elle est au Sédif actuellement, vers une eau à 10 degrés français, qui est une eau douce, ou à 15 degrés français, qui est une eau à la limite, avec ce qu'on appelle une eau dure, mais sans voir pour autant les désagréments du calcaire. Et en 2023, donc, le cabinet In Extenso Innovation Croissance, lui, a revu cette plage de dureté en allant vers une dureté plus restrictive qui se rapprochait de ce vers quoi on allait vers notre projet, puisque l'outil finalement a évolué en fonction de l'évolution du projet. Alors, qu'est-ce qu'on va vous présenter ce soir? On va vous présenter des impacts socio-économiques, des impacts énergétiques et des impacts environnementaux, c'est-à-dire de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Donc, pour ce faire, on se base sur différents indicateurs qui ont été rechallengés au fur et à mesure des années par les différents cabinets d'études, juste tu peux revenir, merci, qui ont été rechallengés au fur et à mesure des années par les différentes entreprises qui ont travaillé sur le sujet. Donc, on va avoir des données de prix sur des électroménagers. Donc, vous avez entre parenthèses, je ne vais pas tout détailler, les principaux électroménagers qui ont été étudiés dans le cadre de l'étude. Des données de prix sur les adoucisseurs, sur l'eau en bouteille, sur les produits détergents. L'idée, c'est d'avoir un scope de prix suffisamment large pour être représentatif de qu'est-ce qui a un impact sur ce sur quoi le calcaire peut agir. On a des données de durée de vie qui vont avoir un impact à la fois sur l'aspect socio-économique, énergétique et environnemental. On va avoir des données de fréquence d'utilisation des électroménagers qui vont être d'autant plus significatives avec l'inclusion des personas, les taux de couverture des usagers pour chaque électroménager, car tout le monde n'a pas forcément le même type de chauffe-eau, tout le monde n'a pas forcément un adoucisseur chez soi. Et puis, on a également des données qui ont été récupérées dans le cadre de toutes les études en termes d'empreinte carbone, donc associées à toutes les valeurs de prix que je vous ai citées juste avant.
Donc, tout ça, vous pourrez le voir dans la méthodologie des études et nous poser des questions en fin de présentation. Donc là, ce que je vais vous présenter rapidement, c'est les données qui sont communes à l'INEC et l'ENSAE. Donc, pour réaliser leur mise à jour de l'outil, ils ont dû donc mettre à jour des données, puisqu'elles étaient datées de 2023. La plus grosse des évolutions qui a été faite entre l'étude de 2023 et l'étude qu'on va vous présenter aujourd'hui, c'est l'attribution du contrat de concession. Donc, une des premières données qui a été mise à jour, c'est la donnée de référence du projet, c'est le coût d'investissement et d'exploitation du projet membranaire, donc qui est issu donc, de l'offre du candidat qui a été retenu pour la concession. On a également mis à jour les données relatives aux usagers, c'est-à-dire le nombre d'usagers en 2024, la répartition entre les différents types d'usagers, les volumes distribués. On a également revu le nombre de personnes dans le foyer moyen qui est passé de 2,3 à 2,27. Et puis, on s'est focalisé sur une dureté cible de 10 degrés français, là où auparavant, je vous disais qu'on est passé de 15 à 12, puis désormais à 10, puisque c'est le TH cible de notre projet. La nouveauté donc, de cette étude, et c'est un petit peu ce qui vous sera présenté juste en suivant, c'est l'inclusion de 2 configurations. Et ce soir, on vous présentera le cas numéro 1. On a fait un distinguo dans ces études entre les usagers qui sont présents dans le périmètre du CEDIF, c'est-à-dire les 133 communes, donc 4 millions d'usagers, et l'ensemble des usagers qui sont desservis par le CEDIF, c'est-à-dire c'est toutes les ventes en gros que le CEDIF peut faire et fait au quotidien, qui représentent un certain nombre d'usagers supplémentaires. Et après, il y a eu un gros travail de benchmark qui a été fait par les 2 entités pour actualiser le prix de l'électricité, les prix utilisés dans le modèle et sourcer vers des sources publiques, donc l'ADEME notamment par exemple, pour n'en citer qu'une, sur les empreintes environnementales et carbone des différents électroménagers, bouteilles d'eau et consommation diverses et variées. Donc ça, c'est le brief initial remis par le CEDIF, qu'ensuite les étudiants ont challengé avec différentes hypothèses. Et je vais laisser je ne sais pas si c'est Ilian ou... C'est moi. Pardon. Et il n'y a pas de souci. Bonsoir à tous. Alors, du côté de l'EJE, on a identifié 4 points, 4 éléments qui sont des limites des précédentes études et auxquels on a essayé de répondre dans notre étude. Le premier, c'est le calcul des facteurs de corrélation. Alors, qu'est-ce que c'est les facteurs de corrélation? C'est ce qui scientifiquement fait le lien direct entre la dureté de l'eau et différents impacts qu'on appelle, nous, intermédiaires, c'est-à-dire la consommation de produits détergents, la durée de vie des appareils ménagers et la consommation énergétique des mêmes appareils ménagers. On a trouvé qu'il y avait 2 éléments à changer dans cette estimation des facteurs de corrélation. D'abord, la manière dont en fait on extrapolait les données à partir des données danoises, on extrapolait des données françaises. Et ensuite, certaines équations d'estimation, mais qui restent quand même très simples. Ce sont de basiques régressions linéaires. Donc, pour répondre à ceci, on a réestimé les facteurs de corrélation avec les données ajustées à la fréquence d'utilisation des appareils ménagers pour un foyer moyen français. Ensuite, il y a le cas du calcul d'autres impacts intermédiaires qui sont liés à la consommation d'eau en bouteille et à l'adoucissement individuel, mais qu'on appelle spécifiques parce qu'ils ne sont pas directement liés à des appareils ménagers, ou en tout cas aux 5 appareils ménagers qu'on prend en compte dans nos études, aussi bien l'INEC que JE. On trouvait qu'il y avait quelques incohérences dans les équations ou les formules qui étaient utilisées par Inextenso. Et donc, on a proposé de nouvelles équations et aussi, évidemment, on a actualisé les données d'impact, c'est-à-dire les données d'empreinte carbone et les données de prix. Et beaucoup de changements qui sont liés à nos résultats viennent de cette partie-là.
Évidemment, ensuite, il y a donc, comme explicité précédemment par un peu tout le monde, l'actualisation de toutes les données de prix et d'empreinte carbone, mais peut-être pour insister sur la spécificité de ce qu'on a fait avec JE, c'est donc un benchmark non seulement, mais aussi en fait faire le choix de prendre de faire des moyennes pondérées en fait à partir d'appareils ménagers qui sont haut de gamme, moyenne gamme ou bas de gamme, ou des produits détergents, etc., pour avoir en fait des données d'impact, c'est-à-dire des données de prix ou d'empreinte carbone qui correspondent pas à un seul type d'appareil ménager ou de produits détergents ou de consommables, mais qui en fait reflètent une situation moyenne. Et enfin, je pense que le dernier point qui va aussi se vérifier pour l'étude de l'INEC, c'est sur l'explicitation des résultats. Donc, on avait pour objectif de créer différents types de foyers et d'être capable de détailler en fait l'analyse de différentes manières. Donc, il y avait d'abord évidemment le fait de le faire par catégorie d'usagers et par poste de consommation. Mais aussi pour différents types de foyers. Et pour nous, les variables qui jouent sur cet aspect-là, ce sont les variables comportementales liées à la consommation d'eau en bouteille et à l'adoucissement individuel, comme on l'explicitera dans la dernière partie de la présentation. Voilà les 4 éléments sur lesquels on a travaillé. Merci beaucoup, Emma Loguet. Donc, de votre côté, l'Institut national de l'économie circulaire, vous aussi, vous avez challengé la méthodologie qui avait été suggérée par le CEDIF. Vous avez aussi travaillé beaucoup avec les étudiants de l'ENSAE. Comment est-ce que vous avez adapté les hypothèses? Oui, tout à fait. On a globalement un peu la même méthodologie, mais des particularités qui sont intéressantes dans nos 2 études, et notamment la première qui est qu'on a rajouté un facteur de variation qui va vraiment dans le sens d'accentuer la représentativité de cette étude et d'essayer vraiment d'avoir tout type de foyer. Et donc, on a rajouté la possibilité de faire varier le nombre de personnes par foyer sur le persona foyer moyen. Donc, on a des résultats pour un foyer qui va être composé d'une seule personne, de 2,27, ça c'est le nombre moyen en Île-de-France, et de 4 personnes. Donc, pour avoir un petit peu plus de données et de représentativité. Le deuxième point, là aussi, on se rejoint. En effet, il y avait quand même quelques inexactitudes, des petites erreurs, des harmonisations de formules, que ce soit dans les facteurs de corrélation ou dans certaines données. Et c'est vrai qu'on a aussi actualisé pas mal de données donc qui peuvent expliquer pourquoi on a des évolutions dans les bilans depuis 2019. Donc ça a quand même été un gros travail. Le troisième point, c'est en effet le changement de méthodologie de calcul pour les gains énergétiques et en durée de vie. Donc ça rejoint ces fameux facteurs de corrélation qui ne sont pas si simples, je vous l'accorde. Mais en tout cas, on est parti de nouvelles données initiales pour justement voir quel était l'impact du calcaire et à quel point on pouvait gagner en durée de vie, en tout cas en allongement de vie des appareils électroménagers et aussi en efficacité énergétique. Donc là, on a changé un petit peu la méthodologie de calcul. Et le quatrième point, qui est un peu notre particularité à nous forcément, c'est d'avoir vraiment ajouté une partie d'analyse sous l'angle de l'économie circulaire. Donc on y reviendra un petit peu plus tard, mais ça s'est centré sur 5 gros points, c'est-à-dire l'allongement de la durée de vie des appareils, l'allongement de la durée de vie des réseaux d'eau aussi, parce qu'on a un impact sur les réseaux d'eau, les déchets de bouteilles en plastique forcément, l'importance du changement de comportement et la gestion de fin de vie des membranes. Donc voilà les 4 grands points sur lesquels on s'est organisé pour challenger un peu les études précédentes. Merci, merci à vous toutes et merci Ilona Petit donc, de l'INEC. Est-ce qu'il y a des personnes qui souhaiteraient intervenir ou poser des questions sur cette question de la méthodologie? Là, on va tout de suite maintenant rentrer dans la présentation des résultats, parce que c'est ça qu'on voulait entendre. Monsieur Blanchard, vous levez la main. Est-ce que vous avez une question spécifiquement sur la méthodologie? Bonjour, monsieur. Bonjour. En fait, ma question, c'est une question sur ce qui nous préoccupe le plus. Moi, je suis de FNE Île-de-France, et c'est le rejet des concentrats. Et je m'étonne que vous n'en parliez pas.
D'accord, mais là, c'est pas pour l'instant, c'est pas, on n'en est pas à ce stade. Peut-être que, en effet, c'est quelque chose qu'on pourra aborder plus vers la fin, mais là, on est vraiment sur les résultats des études usagées Parce que et ça, pas tellement sur les pilotes, enfin sur les membranes, mais on pourrait y revenir tout à l'heure. Mais Là, c'est la vrai, question, c'est parce que plus c'est, vraiment sur la méthode. d'accord, mais c'est vraiment la question qui nous préoccupe beaucoup. Donc, ça serait bien de ne pas l'éluder. OK. On la Merci. garde pour les dernières questions en ouverture à la fin. Est-ce que sur la méthode, il y a quelqu'un qui souhaite poser une question? Sinon, comme on a pris un petit peu de retard, on va rentrer tout de suite dans la présentation des résultats à l'échelle du territoire. Et donc, je passe la parole à Coralie Duplangiro, donc du CEDIF, mais aussi à Ilion Adna de l'ENSAE et Ilona Petit de l'INEC pour cette présentation des résultats. Coralie, c'est vous qui débutez? Oui. Alors du coup, pour débuter la présentation des résultats, donc on a souhaité vous faire un rappel ou une découverte du bilan qui a été présenté à l'occasion du débat public, qui est en fait un petit peu la donnée source connue du public sur le bilan économique et environnemental qui est actualisé aujourd'hui. Donc ce qu'on peut vous communiquer aujourd'hui, c'est que à la fois donc l'étude de loi de 2019 que l'étude de Inextenso de 2023 ont conclu que l'adoucissement de l'eau du robinet, donc d'une eau dure au sédif vers une eau douce, pardon, à 10 degrés français, conduisait à des bénéfices sur plusieurs aspects. Des bénéfices en termes d'augmentation de la durée de vie des appareils électroménagers, des bénéfices en termes de réduction, d'augmentation des consommations, des économies d'énergie chez les usagers, et ce sans changement de comportement, puisque les appareils électroménagers vont consommer moins du fait de la réduction de la dureté. On a également des effets positifs sur la consommation de détergents et de produits d'hygiène, mais cela avec un changement de comportement de l'usager qui doit être accompagné. Et également, après, des leviers d'amélioration avec l'arrêt total ou non de l'eau en bouteille et l'arrêt total ou non de l'adoucissement qui doivent être également accompagnés par le CEDIF envers ses usagers. Donc, pour vous faire juste le bilan de ce qui a été présenté au débat public de 2023, c'est que le bilan qui était connu de tous, entre guillemets, en 2019, que le projet du CEDIF permettrait une économie de 100 € par foyer par an, a été corroboré par Inextenso Croissance à la suite de son actualisation, avec un chiffre qui est légèrement inférieur, mais qui reste dans le même ordre d'idée, puisqu'on est à 94 €. La nuance entre ces deux études, c'était qu'on avait demandé à Inextenso de regarder entre un foyer moyen et un foyer qui serait déjà, entre guillemets, attentif à sa consommation, c'est-à-dire qui consommerait de l'eau du robinet, qui n'aurait pas d'adoucisseur et qui consommerait peu de détergents ou peu de produits d'entretien. On avait tout de même un bilan positif économiquement, puisque ces foyers, certes, ils gagneraient moins de 100 € par an, mais ils seraient toujours supérieurs au coût d'investissement du projet. Donc, en fait, ils resteraient bénéficiaires malgré l'augmentation de la facture d'eau qui est estimée à 4 € par mois et par foyer suite à la mise en place du projet. En termes de réduction de la consommation énergétique, ce qui a été vu, c'est que, et comme l'a introduit M. Striano, donc le projet qui va être mis en place a une augmentation de la consommation énergétique à l'échelle des usines qui est avérée. Toutefois, les impacts directs que je vous ai présentés il y a 2 minutes, réduction de la consommation énergétique chez l'usager, allongement de la durée de vie des appareils électroménagers, permettent en fait de compenser la surconsommation en usine. Et en fait, par ces deux items-là, donc réduction de la dépense et réduction de la consommation énergétique, on se rend compte que, et c'est la conclusion de l'étude d'Inextenso, que le projet du CEDIF a du sens parce que c'est un investissement collectif. Et donc, c'est le fait d'être collectif qui porte du sens sur cette étude. Et donc, sans révéler donc, les conclusions de nos deux études, je vais laisser la parole à l'ANSEI.
Emma, c'est vous qui pouvez nous révéler donc les premiers résultats de votre côté. Normalement, ça devait être Ilian, mais effectivement, je vais... Un petit problème de connexion, j'ai l'impression. Je ne sais pas si... là, je Très crois bien. qu'il essaye de nous rejoindre. On va voir s'il est là. Ilian, est-ce que vous Je nous suis là. entendez? D'accord. Eh ben, c'est Je à vous vous. entends. Est-ce que vous m'entendez? Oui, J'ai très eu un bien. problème de connexion pile au mauvais moment, donc je vais pas mettre la caméra, je suis désolé. Alors, merci Coralie. Alors, dans cette partie, je vais vous expliquer, expliciter les résultats pour Ensei Junior Études. L'objectif, quand vous voyez ces chiffres, il est triple. Donc d'abord, on nous a demandé de donner des chiffres bruts par rapport à ce projet, mais à travers ces chiffres, en tant qu'étudiant en statistique, on se devait de donner des équivalences et de les expliciter pour donner des comparaisons afin que vous voyez quelle ampleur ont ces données. Et enfin, il s'agit de, à travers ces chiffres bruts, décortiquer ces chiffres globaux en montrant qu'ils sont la somme de sous-impacts qu'on a calculés lors de cette étude avec Emma. Donc, ce qui est frappant déjà dans cette étude, c'est qu'on a des résultats beaucoup plus optimistes par rapport à Inextenso. Donc, on est à plus 85% en termes d'économie, plus 65% en termes de consommation énergétique, et on reste assez similaire au niveau des déchets plastiques. Alors, tout ça, il y a des raisons multiples, mais c'est lié principalement à la modification des valeurs de référence de nos benchmarks et un changement du coup de la méthodologie et des équations dans notre modèle de calcul. Et en termes d'équivalence, on s'est rendu compte que cette économie globale de 436 millions correspond à une rénovation énergétique de plus de 40 000 logements. Et pour les déchets plastiques, ce qui est assez notable, c'est tout ce projet permettrait d'économiser une bouteille par personne dans la population française, donc environ 66 millions de bouteilles plastiques. Donc ces chiffres-là et ces équivalences en fait sont donnés dans notre rapport. Et nous avons du coup détaillé tout c'est en donnant un chiffre, une équivalence et une méthode de calcul. Parce que je commence donc par la fin en vous donnant ces chiffres globaux, mais l'étape précédente, qui est dans la slide suivante, est de savoir d'où viennent ces impacts globaux. Alors, on a voulu représenter ces économies totales par une somme de sous-impacts. Donc, on remarque que les économies liées à l'achat de produits d'énergie en raison de la réduction de la dureté de l'eau est le principal vecteur d'impact des économies, donc de l'ordre de 38%. Et si on ajoute par rapport à l'arrêt de l'adoucissement individuel, on est à plus de la moitié. Donc on se rend compte qu'une réduction de la dureté de l'eau est un facteur clé et c'est cohérent par rapport à nos présupposés dans la mesure où une réduction du calcaire permettra un allongement de la durée de vie des appareils et une efficacité énergétique beaucoup plus grande, ce qui rejoint du coup les deuxièmes chiffres qui sont donnés sur les réductions de GES par source d'impact. Et on s'est rendu compte que la simple consommation d'eau en bouteille, en prenant une hypothèse qu'environ 20% des usagers changent de comportement suite au projet, en passant de l'eau en bouteille à l'eau du robinet. Donc, ça représenterait 27% des économies de GES, donc montrant que ce seul vecteur d'impact plastique reste très important. Et on a dans un second temps l'efficacité énergétique. Et donc, on a d'autres postes de consommation qui restent quand même assez importants. Donc, l'augmentation de la durée de vie des appareils, l'arrêt de l'assainissement individuel pour les GES ou encore la consommation énergétique. Et d'un autre côté, pour encore expliciter ces impacts globaux par impact intermédiaire, on a voulu décombrer cela par poste de consommation, donc ce qu'on va retrouver dans la slide suivante. On remarque pour la réduction des dépenses que ça va être le vecteur alimentation. Donc, toute l'eau en bouteille que les usagers vont acheter, toutes les économies qui vont être réalisées, ça représentait de l'ordre d'un quart des économies. Et si on l'ajoute avec l'hygiène personnelle, donc les économies réalisées par rapport à l'achat de savon ou les économies d'eau également, on est sur plus de la moitié. Et on a le linge qui reste quand même non négligeable. Alors, ces postes de consommation, on était un peu étonné lors de cette étude que c'était pas l'hygiène personnelle ou la vaisselle qui représenterait le meilleur impact, mais c'est donc l'alimentation, donc le côté bouteille d'eau, ce qu'on a vu donc dans la slide précédente, montrant que l'importance de réduire ces déchets plastiques via la consommation d'eau du robinet est beaucoup plus importante. Et enfin, on s'est rendu compte que dans ce projet, il y avait un certain allongement de la durée de vie des appareils
que nous verrons à la slide toute dernière, pardon. La slide suivante va représenter les impacts par type de foyer. Vous pouvez mettre la slide, parfait. Alors, qui est donc une moyenne pondérée, donc des impacts étués pour un foyer moyen qui est estimé à 2,27 personnes en Île-de-France. Et nous avons voulu, avec Emma, faire un modèle de calcul en faisant une équirépartition à la fois liée à l'arrêt de la consommation d'eau bouteille, donc les économies les économies financières et énergétiques par rapport à la consommation d'eau en bouteille et l'arrêt de l'établissement individuel. On s'est rendu compte que, à l'instar des études précédentes, le projet restait rentable pour les usagers dans la mesure où le gain moins le surcoût financier représenterait quand même un gain total de 215 € par foyer, donc un peu moins de 100 € par personne. Et en faisant quelques équivalences, on remarque donc le gain. Vous m'entendez? Oui, donc je disais, j'ajoutais juste 215 € par an. Ok, pardon. Par an, et la réduction des dépenses, donc le gain global qui est environ 250 €, représenterait 3 mois d'abonnement mensuel au Navigo ou 3 pleins d'essence. Pour les émissions de GES, c'est environ 300 km en voiture à moteur thermique, donc environ une semaine d'aller-retour domicile-travail. Et pour la consommation énergétique, on reste toujours rentable, donc le surcoût énergétique est d'environ de 40 kWh et le gain est de 111, donc qui représente environ 200 cycles de lave-linge. Un cycle de lave-linge représente environ 0,5 à 1 kWh. Et pour les bouteilles en plastique, donc par foyer, ça va être environ 1 kg, donc 43 bouteilles qu'on a voulu faire la consommation d'eau en bouteille par personne, soit environ 2000 pailles en plastique. Et le dernier résultat qu'on a jugé important de vous présenter, c'était l'allongement de la durée de vie des appareils et l'allongement, la réduction d'une consommation énergétique par rapport à la réduction de la dureté. Donc, en effet, on s'est rendu compte que si ce projet était mis en place, on aurait une augmentation de la durée de vie, donc pour le lave-linge, le chauffe-eau, le lave-vaisselle, environ 2 à 3 ans. Donc, pour donner un ordre d'idée, ces équipements-là, bouilloire, machine à café, durent environ 10-12 ans. Et le lave-linge, la vaisselle, on est plutôt sur du 15-16 ans, donc il reste non négligeable pour les usagers. Et enfin, consommation énergétique, consommation de produits détergents. Donc, on va donner par un foyer moyen. Donc, tous ces résultats sont donnés pour un objectif de dureté du projet à 10 degrés et pour un foyer à 2,27 personnes par an. Donc, remarque, par exemple, pour la consommation en savon, donc environ 1,2 kg, c'est la quantité à peu près qu'une personne utilise pour se doucher par an. Et on est sur une somme de consommation énergétique. Donc, quand vous faites cette somme de consommation, on retrouve du coup le 111 kWh à peu près qu'on vous avait présenté en impact marginal. Et je laisse maintenant la parole à Ilona. Donc, du coup, du côté de l'INEC, vous avez étudié plusieurs cas. Tout à fait. Alors là, du coup, on se concentre sur la présentation du cas 1, comme ça, vous avez vraiment les mêmes valeurs entre les études précédentes in extenso et puis celles de l'ENSAI. Alors, c'est vrai qu'on remarque globalement avec ce tableau qu'on reste à peu près dans les mêmes ordres de grandeur au niveau des réductions, que ce soit de dépenses financières, de consommation énergétique ou d'émissions de gaz à effet de serre. Les différences s'expliquant encore une fois par des données qui ont été actualisées. On n'a pas eu toujours les mêmes méthodologies et c'est ça qui est aussi intéressant, je pense, d'avoir plusieurs études. Mais dans tous les cas, on reste sur des bilans positifs. En dessous, justement, j'ai vu que la question avait été posée dans le chat. On vous a mis les économies nettes en énergie et en gaz à effet de serre en dessous. Donc, alors, on en a parlé pour les économies financières. La différence, c'est en effet le surcoût qu'on retrouve sur la facture d'eau. Et c'est la même chose pour les consommations d'énergie. Là, on va avoir déduit la consommation supplémentaire d'énergie qui va être induite par ce nouveau process. Et également les émissions de gaz à effet de serre qui peuvent être liées à la mise en place de ce nouveau procédé. Donc, vous avez bien des résultats en économie nette. On peut peut-être passer à la slide d'après. Pour faire un focus également, nous, sur notre persona 1. Donc, le persona 1, c'est vraiment le foyer moyen qu'on peut retrouver dans le périmètre du CEDIF. Donc, cette fois-ci, avec 2,27 personnes dans le foyer. Nous aussi, on a fait des équivalences pour avoir un petit peu
un aperçu de ce que ça peut représenter, ces économies-là. Alors, c'est vrai qu'on voit à peu près ce que ça veut dire 104 € net, mais bon, quand on parle de kilowattheure ou de kilogrammes de CO2 équivalent, c'est pas forcément les mêmes ordres de grandeur. Donc, on retrouve à peu près les mêmes résultats hein, sur un foyer donc, qui va avoir une utilisation moyenne d'un procédé d'adoucissement et une consommation mixte entre les bouteilles et le robinet. Après, le projet du CEDIF va arrêter l'adoucissement et la consommation de bouteilles. Et donc, on va tomber sur une économie d'énergie qui est équivalente à peu près à la consommation annuelle d'un réfrigérateur. Et au niveau des émissions de gaz à effet de serre, on va éviter à peu près l'équivalent de 1000 recherches sur le web. Sur la slide d'après, pour voir un petit peu comment on varie justement sur ce que je vous avais présenté, le fait d'avoir un persona qui est composé seulement d'une personne dans le foyer et un persona, enfin, avec 4 personnes dans le foyer. Donc, on voit forcément que plus on a de personnes, plus les économies vont s'accroître forcément. Donc voilà les résultats. En économie nette, on va être sur 75 € d'économie avec l'équivalent de la consommation annuelle d'un micro-ondes et de 500 heures de visioconférence. C'est vrai que maintenant, c'est un petit peu le lot de tout le monde. Et quand on passe à un foyer composé de 4 personnes, on va passer à 143 € d'économie nette. Donc vous avez quand même les chiffres en brut hein, si ça vous intéresse. Et l'équivalent de la consommation d'un ordinateur fixe annuel et 19 allers-retours Paris-Marseille en TGV. Sur les slides d'après, peut-être pour... alors, je ne vais pas faire une redite parce qu'en plus, on est à peu près sur les mêmes ordres de grandeur sur les gains en allongement de durée de vie par appareil électroménager. Pourquoi nous, ça nous intéresse? Parce que forcément, si on allonge la durée de vie d'un appareil, on va faire des économies financières, on va faire une baisse d'émissions aussi de gaz à effet de serre et on contribue à la préservation des ressources naturelles, qui est vraiment le but de l'économie circulaire, et à la diminution de la quantité de déchets, parce que les gens vont moins renouveler leur appareil électroménager. Et donc, ça va avoir un effet sur ces deux leviers-là. Et peut-être pour voir les autres aspects de l'économie circulaire sur la slide d'après, peut-être vous expliquer pourquoi on a une différence aussi importante déjà avec les autres études sur les déchets de bouteilles d'eau. Alors, on n'a pas pris les mêmes chiffres de base, les mêmes hypothèses. Donc, nous, on arrive à peu près moins 4000 tonnes de déchets par an parce qu'on part sur le principe qu'une personne qui consomme une bouteille d'eau va consommer 1 litre par jour. Pour que vous ayez un autre résultat qui vient un peu modérer celui-là. Si on part sur l'hypothèse qu'une personne consomme une demi-bouteille d'eau par jour, on va tomber à peu près moins de 2500 tonnes par an de déchets. Donc, on se rapproche un petit peu de ce qu'il y a comme résultat dans les autres études, mais c'était pour vous expliquer pourquoi nous, on avait un résultat un petit peu plus grand. Donc là encore, forcément, dans une logique un peu d'économie circulaire, pouvoir réduire l'impact des déchets plastiques et l'achat de produits d'entretien et d'hygiène, c'est vraiment assez intéressant comme impact direct. Et pour faire un petit point peut-être assez important sur l'importance du changement de comportement dans cette étude-là, en effet, ces impacts-là, on va pouvoir les mesurer que si on a du changement de comportement qui vient un petit peu de tous les acteurs. Donc tout d'abord des acheteurs et des fabricants, forcément. Si on a des fabricants d'appareils électroménagers qui vont essayer de rendre leur appareil un peu plus réparable ou de meilleure qualité, ou inciter à acheter de la seconde main, par exemple, on va avoir des impacts encore plus importants. Ça nécessite aussi de l'information, forcément. Les consommateurs, ils ont besoin d'être informés sur la qualité, sur les volumes d'eau qu'ils consomment pour vraiment avoir un petit peu des données sur ces aspects-là. Et il faut aussi accompagner les consommateurs sur les nouvelles pratiques qui vont être adaptées à cette nouvelle qualité de l'eau et faire un peu de sensibilisation sur les impacts de la consommation d'eau en bouteille. Donc voilà, pour respecter le timing, on pourra peut-être venir sur les autres aspects à la partie questions.
Oui, très bien, merci beaucoup. La deuxième partie, après ce temps d'échange, ça sera se concentrer sur quelques profils types que vous avez appelés persona. Mais là, par rapport à ces résultats un peu globaux, il y a eu un certain nombre de questions dans le chat. Peut-être qu'il y a d'autres personnes qui souhaitent poser des questions directement. Il y avait la première question que j'ai vue dans le chat concernait l'obsolescence programmée des appareils électroménagers. Vous avez dit que vous étiez basé sur une durée de vie moyenne. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez considéré? Est-ce que c'est rationnellement et d'un point de vue statistique gérable d'intégrer des données éventuelles d'obsolescence, des hypothèses d'obsolescence programmée? Peut-être que je peux commencer par répondre et Ilan ou Emma compléteront là-dessus. Alors nous, les données de durée de vie qu'on a utilisées, déjà, c'est des données publiques, ce sont celles de l'ADEME. Je pense pas besoin de présenter l'ADEME, tout le monde doit connaître ici. Donc c'est vraiment des données moyennes. Donc j'imagine que de toute façon, ils ont pris en compte le fait qu'on ait des appareils de plus ou moins bonne qualité, mais je pense que l'ENSAE pourra préciser là-dessus, parce qu'ils ont fait un travail particulier sur ces aspects-là. C'est vrai que nous, dans l'étude, on précise justement, quand on parlait de changement de comportement des fabricants, c'est vraiment un peu ça qu'on vise également. Si on a de l'obsolescence programmée, si on a des appareils de moins bonne qualité qu'on ne peut pas réparer, ou alors les pièces détachées pour les réparer sont pas disponibles, voilà, tous ces facteurs-là peuvent venir diminuer ce gain-là, ou alors l'augmenter si à l'inverse on est sur un appareil conçu, éco-conçu, qui est facilement réparable et de très bonne qualité. Donc peut-être que l'ENSAE peut préciser sur le travail qu'ils ont fait là-dessus. Alors oui, en Euh, effet, vas-y comme tu veux, Emma. euh, non, je voulais juste dire deux petits trucs. C'est que euh, d'abord, il y a un point, c'est que dans les équations, enfin dans le modèle de calcul en lui-même, ce qui était vrai chez Inexenso, c'est qu'il mettait une limite à l'augmentation possible de la durée de vie. C'est-à-dire que, je crois, si je me souviens bien, pour les petits appareils électroménagers, c'était maximum 1 an. Et pour les gros appareils électroménagers, c'était maximum 2 ans. Et aussi bien, si je ne me trompe pas, l'INEC comme JE a fait sauter ou en tout cas augmenter ce plafond. Donc, en quelque sorte, on pourrait dire qu'on prend moins en compte l'obsolescence programmée. En tout cas, on bride moins le modèle que précédemment. Donc ça, c'est un premier point de réponse. Après, on ne l'a pas complètement enlevé, donc il reste quand même présent. Et je veux dire, c'est pas possible avec nos formules d'avoir une augmentation de la durée de vie de 15 ans sur des petits électroménagers, comme sur les gros d'ailleurs. Et enfin, pour répondre plutôt à ce que mentionnait Ilona, nous, dans notre méthodologie sur la durée de vie, en fait, on a des données issues d'une étude danoise qui date de 2012, qui vraiment calcule à partir voilà, de données issues de plein de foyers de Copenhague, la durée de vie des appareils en fonction de la dureté de l'eau. Et c'est à partir de ces données-là, en convertissant par rapport aux fréquences d'utilisation danoises, enfin même en utilisant le rapport de fréquence d'utilisation des appareils ménagers au Danemark versus en France, et au Danemark en 2012 versus en France en 2024, qu'on a adapté les données et sur lesquelles on fait nos régressions linéaires. Donc comment dire, on prend en compte surtout la fréquence d'utilisation qui est directement liée à la durée de vie et donc à ce que vous mentionnez en termes d'obsolescence programmée, parce qu'évidemment, plus on utilise quotidiennement un appareil, quand il a une obsolescence programmée, plus il va tomber en panne rapidement. Donc voilà, c'est les deux manières dont on prend en compte statistiquement, disons, l'obsolescence programmée. Très bien, merci, c'est très clair. Il y avait une autre question qui était quel est le surcoût qui est projeté sur la facture d'eau pour un foyer qui boit déjà de l'eau du robinet, donc qui n'aurait pas ce changement de comportement sur ce poste eau en bouteille. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous avez évalué? Peut-être que je Emma? peux aussi Oui, répondre directement là-dessus. En fait, ce oui. sera présenté justement dans le temps d'échange juste après. En tout cas, c'est un de nos types de foyers D'accord, on dans le verra l'étude de après alors. JE.
Donc voilà, je propose que si jamais on ne répond pas assez bien à cette question dans notre présentation, elle soit reposée juste après. Très bien, parfaitement. Parfait. Je passe la parole peut-être à Monsieur Redon de FNE qui avait levé la main. Est-ce que vous voulez poser une question, donc bien sur ce sujet-là? Oui, bonsoir. Oui. Écoutez, Vous pouvez mettre votre caméra ou pas? Pardon? Vous pouvez mettre votre caméra ou pas? Non, non, je préfère pas, non. Oui, donc la question que je vais vous poser, c'est de savoir pourquoi on ne parle que de calcaire, alors que dans la présentation, on nous a surtout dit que ces nouvelles technologies devaient éliminer les PFAS, les perturbateurs endocriniens. Bon, ici, on n'en parle pas. Et par rapport à ça, je voudrais dire, c'est que pour éliminer le calcaire, c'est pas la peine d'avoir ce type de traitement. Donc, je suis quand même un peu étonné qu'on fasse uniquement des perspectives sur le calcaire, alors que ce n'est pas le but aujourd'hui des technologies qui nous sont présentées. Pour éliminer le calcaire, on peut faire tout à fait autrement et à moindre coût. Merci beaucoup. Luc Striano, vous vouliez répondre à ça en tant que Oui, vice-président, non, mais je veux dire, vice-président du CEDIF? monsieur a tout à fait raison de dire que les membranes haute performance ne sont pas le dispositif le plus économique si on le veut uniquement éliminer le calcaire. Il a tout à fait raison. Cela dit, avec ce dispositif, on élimine le calcaire et il y a bien d'autres avantages d'ailleurs. On élimine le calcaire et ça conduit à des économies et on voit bien que le bilan énergétique, malgré la consommation importante des usines pour ce traitement de finition avec les membranes haute performance, le bilan global est gagnant. Non, ce que l'on dit après, s'agissant de cette forte élimination, et c'est le dispositif qui permet de les éliminer le plus fortement de tout ce qui est PFAS, résidus de pesticides, résidus médicamenteux, perturbateurs endocriniens. Comme vous le savez, la santé n'a pas de prix, elle a un coût. Mais comment voulez-vous que l'on puisse estimer ce qu'apporte? Je crois que le fait de pouvoir annoncer une eau au robinet qui est débarrassée très fortement de ces perturbateurs est quelque chose qui doit donner confiance et ramener nos usagers à se tourner plus demain qu'aujourd'hui vers l'eau du robinet et là avoir une économie. Après, sur la santé, elle n'a pas de prix, on le sait très bien. La remarque sur l'élimination du calcaire, bon, je veux dire, il y a des adoucisseurs, etc. Bon, ça coûte, hein, mais effectivement, c'est moins élaboré et ça permet d'abaisser la teneur en calcaire. Cela dit, au global, la démonstration, elle a été faite parce que au moment du grand débat, on a déjà annoncé ces résultats. Il y avait les deux cabinets d'experts indépendants qui avaient trouvé des choses. Aujourd'hui, on voit la confirmation de ce gain pour l'usager, de ce gain financier et de ce gain énergétique par rapport au bilan global. C'est là. Après, sur l'élimination des PFAS et des perturbateurs, c'est le point le plus intéressant. On ne connaît pas à ce jour de dispositifs qui permettent de les éliminer d'une manière aussi importante. Et donc, c'est le meilleur qui existe. Et nous en sommes, je veux dire, nous avons toujours été à la pointe, on a été un peu innovateurs, précurseurs par nécessité, nous, le syndicat des audits de France, puisque on nous a laissé, vous le savez, c'est le poids de l'histoire, eh bien, une eau de piètre qualité avec ces deux rivières et ce fleuve, l'Oise, la Marne et la Seine, 97% de nos ressources et seulement 3% qui est de l'eau de nappe. Donc, il a bien fallu s'adapter. Et aujourd'hui, nous avons à traiter ces perturbateurs. Et là encore, on est précurseur parce que lorsqu'il y a pratiquement 10 ans maintenant, on s'est intéressé à ces polluants, personne n'en parlait. Et aujourd'hui, vous voyez que dans la presse et dans des presses à fort tirage, ces questions apparaissent maintenant au premier plan. Et je ne reviendrai pas sur les désagréments que peut avoir la source Perrier en ce moment avec l'eau en bouteille qui semble présenter quelques
quelques défauts. Enfin, écoutez, quand je vois, moi, encore des personnes qui remplissent des caddies complets d'eau en bouteille, et alors ce qui est frappant, c'est que ce sont malheureusement des personnes qui, en général, n'ont pas un fort pouvoir d'achat, qui achètent la plus grande quantité d'eau en bouteille. Pourquoi? Parce qu'ils sont issus de pays où l'eau au robinet n'est pas potable. Et donc, ils ont gardé cette méfiance pour l'eau du robinet. Et constatez-le, si vous faites vos courses au supermarché, comme ça m'arrive de le faire, vous verrez que les chariots remplis de bouteilles d'eau sont très souvent les chariots de personnes issues de l'immigration, et cela est donc de leur redonner confiance. Et on voit bien d'ailleurs que, on l'a vu, que dans le poids de l'économie, si vous passez de l'eau en bouteille à l'eau du robinet, vous avez une très forte économie et finalement un gain de pouvoir d'achat. Il y a Donc, d'ailleurs voilà ce que je peux dire sur le sujet. Merci, ça fait une bonne transition avec la question qui a été posée dans le chat par monsieur ou madame Landau, qui demandait justement à nos spécialistes des études comment ils ont estimé le taux de conversion des consommateurs de bouteilles à l'eau du robinet. Est-ce que vous avez une réponse là-dessus, l'un ou l'autre, ou peut-être Sandrine Meignier, je ne sais pas qui. On peut peut-être introduire en disant que dans l'étude initiale de Deloitte, il y avait un calcul qui avait été fait et donc Deloitte avait estimé rallier entre guillemets 17% des usagers vers l'eau du robinet sur la base en fait d'une équation, d'un calcul qu'il avait fait, donc sur la base donc, de l'Observatoire de la qualité de l'eau du CEDIF. Donc nous, à partir du moment où on a eu l'étude de loi, donc on s'est dit que 17%, c'était une hypothèse qui était quand même très optimiste, parce que 17% de 24 millions d'usagers, ça fait beaucoup de personnes à convaincre. Il y a des gens qu'on peut convaincre, et puis Sandrine nous dira mieux que moi, par des arguments comme par exemple les bénéfices liés au calcaire, l'amélioration de la qualité de l'eau sanitaire, et puis il y a des gens qui seront réfractaires quand il arrive à la consommation d'eau du robinet. Donc, ça pour dire que dans le cadre d'études menées par Inextinso, donc, ce pourcentage de consommateurs, d'usagers qui ont rallié vers l'eau du robinet a été revu et rechallengé donc sur la base d'une autre méthode de calcul. Et donc, ça a été estimé à 10% des usagers. Et donc, dans l'étude qui avait été rendue et donc dans le chiffre qui vous a été présenté tout à l'heure, on avait décidé de caper à 5% des usagers qui seraient ralliés vers l'eau du robinet. Donc 5% de 4 millions de têtes, je ne sais plus combien ça fait de personnes, mais ça fait à peu près 80 000 personnes qui rallieraient l'eau du robinet. Pour Qui ce qui est de serait l'NSAE, convertible. Oui, qui serait convertible. Pour ce qui est de l'NSAE et de l'INEC, je vous laisse répondre. Rapidement, sinon, s'il n'y a pas beaucoup de choses à ajouter, on va passer à la deuxième partie puisque le temps court et pour qu'on laisse en fin de session d'autres questions possibles. Est-ce que Ilona ou Emma, vous avez quelque chose à ajouter par rapport à ça ou est-ce qu'on passe? Alors peut-être, si vous permettez, on passe à la suite et à la deuxième séquence où vous allez nous présenter et dialoguer un petit peu sur les résultats que vous avez eus en travaillant sur des personas, donc des profils types d'usagers. Emma, c'est vous qui commencez? Je crois bien. Alors, donc, pour l'étude qu'on a menée avec JE, on a décidé d'utiliser les deux variables d'impact comportemental qui permettent assez facilement de construire des types de foyers différents. Comme c'est en fait déjà mentionné dans le chat ou à l'oral, oui, il y a des foyers qui consomment déjà très peu d'eau en bouteille et qui donc ne pourront pas bénéficier de l'économie liée, enfin de tous les bénéfices liés à l'arrêt de la consommation d'eau en bouteille. Ou inversement, on peut aussi imaginer tout simplement des foyers qui n'ont pas d'adoucisseur et qui donc ne vont pas bénéficier de l'arrêt de l'utilisation
consommation de l'adoucissement individuel. Donc, c'est un peu à partir de ce genre de réflexion qu'on a construit cette matrice des différents types de foyers, avec donc ces deux variables, ou assez simplement avec voilà, binaire oui ou non. Est-ce que le foyer peut bénéficier de telle ou telle économie? On a construit du coup 4 types de foyers. Donc le premier, le type 1, il bénéficie des économies liées à l'arrêt de la consommation d'eau en bouteille et à l'arrêt de l'adoucissement individuel. Le type 2 ne bénéficie que des économies liées à l'arrêt de l'adoucissement individuel. Le type 3 que de l'arrêt de la consommation d'eau individuelle, d'eau en bouteille, pardon, excusez-moi. Et le type 4 ne bénéficie d'aucune des deux économies. À cela s'ajoute évidemment le type dont on a déjà parlé auparavant, qui est celui qui bénéficie des deux variables, mais comme si les bénéfices générés sur l'ensemble du territoire étaient redistribués de manière équitable sur tous les différents foyers. C'est pour ça aussi qu'on parle de foyer moyen. Non seulement c'est le nombre de foyers, de personnes par foyer moyen en Île-de-France, mais c'est aussi donc moyen en termes de redistribution des bénéfices liés à ces deux impacts intermédiaires. Donc voilà les 5 types qu'on a, et maintenant on va vraiment se focuser sur les 4 nouveaux types, ou en tout cas types plus spécifiques, dont je précise que en fait vous voyez déjà qu'ils correspondent à en fait à des profils sociodémographiques potentiellement très différents derrière. Je veux bien, pardon, que vous alliez sur la slide. Non, c'était bien celle juste après. Voilà, parfait. Donc, non, celle juste avant. Merci. Donc, pour un foyer qui arrête complètement la consommation d'eau en bouteille, on voit qu'il y a une économie d'environ 100 € par an. Et on voit que, par exemple, pour un foyer qui arrête l'adoucissement individuel, eh bien, cette réduction des dépenses est extrêmement beaucoup plus élevée que pour un foyer moyen. Et pour la réduction des émissions de GES, c'est plutôt l'arrêt de la consommation d'eau en bouteille qui va être important. Et il y a d'ailleurs beaucoup moins de différence entre les deux variables et entre le foyer moyen et le foyer spécifique qui va bénéficier de la consommation d'eau en bouteille et ou de l'adoucissement individuel. Et cela se confirme dans les graphiques suivants, où donc vous voyez côte à côte. Je veux bien que vous passiez à la slide suivante, s'il vous plaît. Merci. Donc, vous voyez côte à côte les 5 différents types de foyers. Le premier étant donc l'équirépartition, le foyer moyen. Et ensuite, vous avez le type 1, 2, 3 et 4 côte à côte. Ce qui est très flagrant, c'est donc l'impact très fort de l'adoucissement individuel, ou plutôt de l'arrêt de l'adoucissement individuel sur la réduction des dépenses. Donc là, on voit clairement que en fait, des foyers qui correspondent plutôt à des profils sociodémographiques aisés, donc qui possèdent déjà un adoucisseur individuel et qui vont avoir la possibilité d'arrêter d'utiliser cet instrument pour adoucir leur eau chez eux, et en fait bénéficier de l'adoucissement collectif. Ils vont avoir vraiment un gain financier très important, parce qu'en fait l'utilisation d'un adoucissement individuel coûte cher, et donc on voit voilà cette différence très grande entre le type 1 et 2 qui en bénéficient et les autres types. On constate aussi que en fait, arrêter la consommation d'eau en bouteille, en fait, les bénéfices sont assez proches de l'équirépartition. Donc ça, c'est comment dire, plutôt rassurant. Et enfin, du côté de la réduction des émissions de GES, donc de gaz à effet de serre, on voit que les écarts sont moins importants, même si toujours le type 1 qui bénéficie des deux ressort. Et on voit bien que le type 2 et 3 sont beaucoup plus proches. Donc, c'est-à-dire que arrêter l'adoucissement individuel ou arrêter l'eau en bouteille, c'est quand même assez proche en termes d'impact environnemental, alors que ça ne l'est pas du tout en termes d'impact financier. Voilà.
Côté INEC. Oui, alors pour vous présenter aussi très rapidement nos personas, alors nous on en a 6 avec des facteurs différenciants qui sont la consommation ou non de bouteilles d'eau, mais aussi une consommation mixte, parce qu'on a aussi des personnes qui consomment des deux. Et là, on est parti encore une fois sur des données publiques, donc une répartition de 60% de consommation d'eau du robinet et 40% d'eau en bouteille. La mise en place ou non d'un adoucisseur, l'équipement ou non d'un foyer, d'un chauffe-eau à combustible, parce qu'en fait, on s'est rendu compte que le chauffe-eau, c'était ce qui représentait l'essentiel des impacts. Donc, on voulait avoir un persona qui n'en avait pas pour vraiment, encore une fois, garantir cette représentativité. Et comme je vous l'ai dit, le nombre d'habitants par foyer avec une possibilité d'avoir 1 ou 4 personnes dans le foyer pour le persona moyen. Donc, pour avoir une comparaison, on va aussi se concentrer, nous, sur le persona 3 et 4. Donc, le persona 3 étant le persona qui possède un adoucisseur, qui consomme uniquement des bouteilles d'eau et qui a un taux d'équipement moyen en électroménager, donc qui a un chauffe-eau. Et le persona 4 étant celui qui n'a pas de système d'adoucissement, qui ne consomme pas de bouteilles d'eau et qui n'a pas de chauffe-eau. Donc peut-être sur la slide d'après pour voir les résultats. Donc, comme on peut le voir, sur le persona qui n'a pas de système d'adoucissement, de chauffe-eau et qui consomme uniquement de l'eau du robinet, on a quand même une économie nette qui s'explique par l'impact de réduction de l'achat de produits détergents, d'hygiène, par une consommation d'énergie qui est réduite du fait de la baisse du taux de calcaire. Donc, on a quand même une économie nette de 53 €, des économies d'énergie qui sont comparables à l'utilisation annuelle de 5 smartphones et des réductions d'émissions qui sont l'équivalent à peu près de 200 km parcourus en bus thermique. Et si on prend l'autre extrême, on va dire, donc le persona qui va vraiment bénéficier de l'ensemble des impacts parce que lui, il arrête son système d'adoucissement et il passe à l'eau du robinet alors qu'avant, il était exclusivement en eau en bouteille. Là, forcément, on peut monter à des économies qui vont jusqu'à 466 € net, 91 kWh, donc qui correspond à peu près à la consommation d'une box Internet et l'équivalent en émissions de... je vois pas bien le diapo, désolé. 700 alimentations de smartphone ou de tablette, donc rechargement. Comme on peut le voir sur l'image juste à côté, ça vous donne à peu près les fourchettes sur lesquelles on est censé se situer en fonction de sa situation, de est-ce qu'on consomme ou pas des bouteilles d'eau, est-ce qu'on a un adoucisseur, est-ce qu'on a un chauffe-eau. Donc, dans tous les cas, on a quand même un bilan positif, mais qui se situe entre ces fourchettes-là. Donc, peut-être on va passer aux questions, Domitil, c'est ça? Oui, merci, merci beaucoup. Vous avez fait, en tout cas, dans les 2 institutions, un travail très précis, un travail de fourmi, et je laisserai Sandrine Meignier conclure sur votre travail et les pistes que ça ouvre pour le CEDIF. Mais avant, on va repasser la parole aux personnes qui sont dans la salle. Monsieur Blanchard, je vous laisse intervenir à nouveau. Oui, merci. Pour dire que les études que vous nous présentez sont pas inintéressantes, mais on comprend qu'en fait, il faut générer des changements de comportement pour que ça soit vraiment probant et que ça nécessite un accompagnement. On n'en a pas parlé et je trouve ça dommage. Euh, sur le fond, en fait, nous, ce qui nous préoccupe vraiment à FNE Île-de-France, c'est, comme je le disais tout à l'heure, le rejet des concentrats. Et pourquoi est-ce qu'on ne parle pas des choses qui sont vraiment importantes? Bien. Est-ce qu'il y a une autre, c'est bien noté. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur lesquelles qu'on veut poser, notamment à nos responsables des études? Juste Domiti pour répondre Oui. sur les changements de comportement. Monsieur Ouais. Blanchard a parfaitement raison. Alors, on n'a peut-être pas appuyé sur tous les modèles non plus, parce que Emma en a parlé, il y a un modèle qui, quand on change rien, qui est quand même
économiquement viables. C'est-à-dire les gens ne changent pas leur comportement par rapport à leur consommation de leur bouteille, par rapport à leur adoucissement ou pas. Et du coup, ils ont quand même un gain sur la durée de vie essentiellement des appareils par rapport à l'étude calcaire. En revanche, vous avez parfaitement raison, il y a des accompagnements à faire. Ça sera l'objet d'autres travaux qui sont d'ailleurs prévus même dans le nouveau contrat de concession. On a prévu un certain nombre de dispositifs pour accompagner nos usagers, les sensibiliser, parce que c'est vrai que utiliser moins de produits pour sa douche ou pour sa lessive ou pour son lave-vaisselle, ce n'est pas forcément inné. Il y a des gens qui ont des habitudes, il va falloir les accompagner dans ces habitudes. Et au-delà de ça, c'est pareil, nous, on constate qu'on a quand même 37% de nos usagers qui utilisent un système d'adoucissement, soit de la carafe jusqu'à l'adoucisseur. Il va falloir aussi leur expliquer que c'est plus nécessaire. Donc, on a un accompagnement à faire, et là, je vous rejoins totalement, et ça fera l'objet d'un autre complément d'action de la part du CEDIF. Et bien sûr, on essaiera de mesurer l'avant-après de mise en place de l'usine. Et ça rejoint aussi peut-être les éléments qui pourront être faits dans le cadre des CLIPEP. Voilà. Il y a une question aussi de... Ah, Monsieur Loiseleur, vous vouliez répondre peut-être? Je voulais simplement répondre à Monsieur Blanchard pour dire que le thème fixé aujourd'hui avec les garantes, c'était les études économiques qui ont été une des promesses du CEDIF lors du débat, donc c'est fait. Le CEDIF n'élude pas la question des rejets, puisque cette question-là sera traitée notamment dans toutes les études d'impact que nous allons déposer. Donc voilà, soyez rassurés, M. Blanchard, nous n'allons pas éluder une question, mais au contraire, nous allons toutes les aborder. Voilà. J'en profite pour rebondir sur le fait que les questions qui sont dans le chat vont servir à ce que le CEDIF réponde question par question dans la mesure du possible. Et ces questions et ces réponses seront intégrées dans le question-réponse qui est sur le site de la concertation continue du CEDIF. Il y avait Monsieur Pierrick aussi qui levait la main. Juste pour répondre à Monsieur Loiseleur très rapidement, en disant que aujourd'hui, on parle de l'actualisation du bilan économique et environnemental, et la question qui se pose en matière environnementale, c'est ces rejets, c'est le rejet des concentrats. Monsieur Pierrick, je ne vous vois plus. Est-ce que vous levez toujours la main? Oui, je la lève toujours, même si elle se Allez-y, voit c'est pas. à vous. Oui, bonjour. Donc, je suis simple citoyen habitant de Choisy-le-Roi. Il y a une question qui a été posée, mais qui a été un peu éludée. En fait, on nous présente effectivement la viabilité du projet sur les plans économiques, écologiques, environnementaux. Donc, c'est vrai que je rejoins un peu la FNE de France qui regrette peut-être un aspect un peu global, c'est-à-dire qu'il y a effectivement le calcaire et il y a d'autres aspects comme les rejets et concentrats, etc. Je ne maîtrise pas les sujets, mais je sens qu'il y a un manque de vision globale sur tout ça pour qu'on comprenne bien les enjeux. Et également, donc je réitère ma question qui était dans le chat. Ça aurait été intéressant d'avoir des hypothèses sur les changements de comportement pour évaluer si ça vaut le coup, s'il n'y a qu'1% des usagers qui sont à la bouteille, qui passent au robinet, eh bien, ça fait tant de gains, on est dans quelque chose de viable. S'il y en a 5, il y en a un peu plus, donc c'est encore plus rentable, etc. etc. Là, c'est très flou. Les deux études me semblent très sérieuses, il n'y a pas de souci, mais il manque cette nuance et cet échelonnement-là des changements de comportement des usagers. Merci beaucoup. Je vais passer la parole à Emma Leguet parce qu'elle a peut-être quelques réponses à vous apporter et puis ensuite à Luc Streyano peut-être pour conclure cette séance. Merci beaucoup, Emma. Domitille. C'est juste pour préciser, parce que j'étais en train d'écrire dans le chat, mais c'est quand même plus facile de vive voix. Dans l'étude de JE, on remet en cause ces 10% qui sont utilisés dans l'étude d'Inextenso. 10% de quoi? Une question qui a été très justement posée. 10% des usagers, des personnes qui, en fait, ne boiraient pas quotidiennement de l'eau du robinet pour des raisons qui changeraient avec l'implémentation du projet du CEDIF.
Nous, on estime qu'à partir des données rendues disponibles par l'Observatoire de la qualité de l'eau et du CIO, en fait, on ne peut pas conclure que 10% des personnes vont changer de comportement, en fait, avec les données disponibles. Et si on retient que la variable citée, enfin la raison citée qui est qu'elle est trop calcaire, qui est ce que promet véritablement le CEDIF avec cette implémentation de nouvelles membranes, en fait, le chiffre est beaucoup plus élevé. On arrive à 24,4% des usagers qui changeraient de comportement. Enfin, en tout cas, pardon, 24,4% des usagers qui ne boivent pas quotidiennement de l'eau du robinet à cause de sa teneur en calcaire. Et donc, on sait tous que 24,4%, si 17% c'était déjà trop élevé, bah 24 c'est vraiment très très élevé. Donc, ce qu'on a fait dans notre étude, c'est que comme on ne peut pas aller plus loin à partir des données, on a quand même considéré que la meilleure estimation qu'on peut faire, c'est 24,4%. Par contre, évidemment, comme on souligne que c'est une hypothèse extrêmement forte, et ensuite, dans en fait, la partie des résultats, on étudie la sensibilité de nos résultats à cette hypothèse. Et donc, on fait un test si on prend à 7%, 10%, 15%, etc. Et donc, on fait exactement ce que vous venez de dire, monsieur, qui est de regarder en fait comment les résultats varient avec ces hypothèses. Et je me permets juste d'ajouter que l'hypothèse sur le pourcentage de foyers, cette fois-ci, qui possèdent un adoucisseur est tout aussi importante. Mais elle est, comment dire, moins sensible, moins sujette à différentes contradictions, et on fait quand même la même étude de sensibilité avec une fourchette un peu moins grande. Elle est estimée par le CIO et l'Observatoire à 11%. On a trouvé une autre étude de l'Union comment on appelle ça, des producteurs d'adoucisseurs, en fait, qui estiment la part des foyers à 15%. Donc voilà, on estime si elle est un peu plus haute, un peu plus basse, vu qu'en Île-de-France, on a des foyers qui sont très aisés, on peut considérer qu'elle est peut-être un peu plus haute. Donc on fait exactement la même chose aussi sur le pourcentage d'adoucisseurs. Voilà. Et peut-être un dernier point, je pense qu'effectivement, comme ça a été souligné dans le chat, c'est ce parti pris de l'EJE de choisir, enfin d'assumer qu'on ne peut pas aller plus loin avec les données qu'on a sur l'estimation de la part des personnes qui vont changer de comportement, et de rester à 24,4% qui, sans doute, est à l'origine de la si grosse différence entre les résultats de nos deux études, parce qu'évidemment, comme on l'a montré, bah, ça a vraiment un impact financier et en termes d'émissions de gaz à effet de serre aussi. Donc voilà, je pense qu'avec ça, on a fait le tour de la question. Merci. Sandrine, il y avait encore quelque chose à ajouter là-dessus? Juste pour compléter, puisque c'est aussi le foyer type 4 qui a été présenté tout à l'heure, mais parce que là, on vous présente dans le cadre d'un webinaire, mais il faut rappeler que ces études, elles font des centaines de pages, donc tout le détail sera disponible, bien évidemment, sur le site de la concertation continue. Et le foyer type 4, par exemple, qui ne change pas du tout ses habitudes en termes de consommation d'eau en bouteille ou autre, est quand même bénéficiaire. Donc, vous avez quand même aussi cette vision-là du foyer qui finalement ne changera pas son comportement. Est-ce que Lux Traiano, je vous passe la parole pour le mot de la fin, lourde charge? On ne vous entend pas, il faut que vous rallumiez votre micro. Hop, avec le micro, ça fonctionne mieux. Sur le frein de la consommation au robinet, il y a deux aspects. Il y a le calcaire, mais il y a aussi ce qui nous revient des usagers, l'odeur de chlore. Et le traitement par membrane haute performance permet d'éliminer complètement, je l'ai dit tout à l'heure, les résidus, les composés organiques, ce qui permet de se passer totalement de chloration de l'eau. Et ça aussi, le goût de chlore est un frein à la consommation d'eau potable. Par exemple, vous allez aux États-Unis, si quand ils coulent un bain, ça pue pas le chlore, ils sont pas contents. Ils ont l'impression que l'eau n'est pas purifiée. Et nous, quand ça sent le chlore, on n'est pas très content. Et il y a des villes, par exemple Grenoble distribue de l'eau, alors elle est calcaire, hein, mais distribue de l'eau sans chlore, et Berlin
distribue aussi de l'eau sans chlore, puisqu'il bénéficie d'une filtration naturelle sur des kilomètres et des kilomètres de sable. Ah, donc, il y a cet aspect des choses. Après, sur les rejets, pour reprendre ce que dit, ce n'est pas une question que l'on a oubliée. Bon, il ne faut pas s'imaginer, parce que dans les rejets, il faut regarder les choses un peu globalement. Il y a les 15% du concentrat qui repartent, mais il y a aussi, si on regarde la bonne enveloppe, et si l'on tient compte, il y a 85, bon, il y a 100 qui rentrent, il y a 85 qui sortent dans le traitement final. Il y a des fuites, même si on a un beau rendement, on est à plus de 90%, on est à 92, on va passer à 93 probablement. Il y a 78 mètres cubes sur 100 qui sont distribués. Il y en a à peu près 15% qui sont perdus en arrosage, etc., en lavage et il y en a 66,3 donc qui retournent via les stations d'épuration, débarrassées des micropolluants, et donc on n'est pas à 15 qui revient, mais à 80,3 mètres cubes. Et au lieu d'avoir une concentration de micropolluants qui serait multipliée par quasiment 7, elle est plus multipliée que par 1,2. Bon. Et la question qui se pose, est-ce que ces micropolluants, il faut qu'ils restent dans la rivière, ou est-ce que ces micropolluants, il faut qu'ils soient dans l'eau que l'on distribue aux habitants? Voilà. Après, bien sûr, il y a un programme de recherche-développement du CEDIF qui est mené conjointement avec le délégataire, et il y a des solutions qui sont explorées. Aujourd'hui, elles sont à l'état, il ne faut pas se le cacher, complètement embryonnaire, puisqu'on arrive à des coûts absolument effrayants, mais il y a des nouvelles techniques que l'on regarde avec des résines échange d'ions, des nouveaux absorbants, un fractionnement de mousse, enfin tout ça est à l'étude, et on pense que l'on pourra, dans un avenir plus ou moins proche, être beaucoup plus performant sur cette question des rejets, qui reste à relativiser, puisque si l'on dit « Ah oui, mais vous faites passer la rivière à la concentration des concentrats », on est vraiment loin du compte. On est vraiment loin du compte, ne serait-ce qu'avec l'enveloppe du traitement, parce que en fait, le dispositif des membranes de haute performance, c'est un traitement de finition qui vient recueillir l'eau à la fin de la filière classique, chimique, naturelle, avec une eau qui est déjà débarrassée de pas mal de choses. Voilà ce que je voulais dire, mais je crois qu'il fallait aussi insister sur le fait que cette eau permet, avec la disparition de la nécessité du chlore, puisque les membranes à haute performance nous exonèrent complètement de la matière organique, et croyez-moi, l'eau qui sent le chlore, quand il commence à faire chaud, c'est aussi un frein à la consommation de l'eau du robinet. Merci beaucoup à tous. Merci à la cinquantaine de participants qui ont été et contribué à ces échanges. Merci à l'INEC et à l'NCE pour ses travaux, au CEDIF pour sa présence, aux garantes pour leur vigilance. Bonne soirée à tous. Et donc, ces questions seront répondues via le site internet de la concertation continue. Et le PowerPoint sera accessible d'ici quelques jours sur le site. Bonne soirée à tous et merci beaucoup. Bonsoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci à vous, Madame Arrivé, et merci à toutes celles, surtout à celles et ceux qui ont fait les études, qui me semblent avoir été très sérieuses et nécessiter une quantité d'attention et de travail considérable. Bravo à vous. Merci. Merci. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne Merci, soirée. au revoir. Bonne soirée, au revoir. N'hésitez pas à poser vos questions également sur le site internet et à indiquer aussi vos observations. Merci en tout cas pour votre participation. Au revoir. Merci.